On appelle médias d'information les diverses formes de technologie employées par les journalistes pour tenir un public vaste et disséminé au courant des actualités. Ce sont des médias imprimés, comme les journaux et les magazines, et des médias électroniques, comme la radio, la télévision et l'Internet. Les journaux ont été, en 1807, les premiers médias d'information à Terre-Neuve et Labrador. Au 20e siècle, les médias électroniques ont gagné du terrain. Des stations de radio ont commencé à diffuser durant les années 1920 et 3 décennies plus tard, la première station de télévision locale est entrée en ondes. Enfin, au tournant du 21e siècle, l'arrivée de l'Internet a de nouveau révolutionné le journalisme. De nos jours, la plupart des journaux, des magazines et des diffuseurs locaux sont aussi actifs sur l'Internet. C'est en 1806 que le gouverneur de Terre-Neuve et Labrador, Sir Erasmus Gower, a autorisé l'imprimeur John Ryan à publier le premier journal de la colonie. The Royal Gazette est entré en circulation environ un an plus tard, le 27 août 1807. La presse était arrivée à Terre-Neuve, mais elle n'était pas libre, le gouverneur se réservant le droit d'approuver tout ce que la Gazette imprimerait. On y trouvait bien quelques nouvelles locales et étrangères, mais l'essentiel de ces 4 pages était réservé à des proclamations du gouvernement, à des avis publics et à des annonces. Dans les années subséquentes, le journalisme a tardé à se répandre, les gouverneurs s'opposant activement à la création d'autres journaux. Cette situation a fini par changer en 1814, quand des procureurs de la couronne ont déterminé que le gouverneur n'avait pas le droit d'interdire l'impression de journaux, ni de leur imposer leur contenu. La porte était ouverte à une presse libre et indépendante. Le Newfoundland Mercantile Journal a été le premier de ces nouveaux journaux, et il sera imité par de nombreux autres. La presse avait beau être indépendante, elle était loin d'être impartiale. Lorsque la colonie a tenu sa première élection générale en 1832, la plupart des journaux ont pris parti. La religion et la politique se sont mêlées dans l'espace public, candidats étergés s'efforçant d'influencer les électeurs. Au lieu de demeurer neutres, la plupart des journaux ont aussi essayé de jouer de leur influence, ce qui a façonné la nature du journalisme local durant des décennies, différents journaux appuyant les positions religieuses et politiques de leurs éditeurs et de leurs rédacteurs en chef. Au terme de l'élection générale de 1832, la presse était fermement établie dans la société terre-neuvienne. Elle avait séduit une population de lecteurs et pouvait trouver dans la législature locale une source intarissable de nouvelles. D'autres thèmes ont aussi gagné du terrain, notamment la pauvreté et le mouvement croissant en faveur de la sobriété. Durant les années 1860, l'union avec le Canada est devenue un thème populaire. Nombre d'autres journaux sont aussi apparus à cette époque, pour la plupart des hebdomadaires, qui n'étaient en vente qu'à St. John's et autour de la baie de la Conception. L'arrivée de l'Evening Telegram en 1879 a marqué le début d'une presse quotidienne permanente à Terre-Neuve. À 1 cent la copie, ce journal était abordable pour la classe laborieuse. D'autres quotidiens n'ont pas tardé à lui emboîter le pas, notamment l'Evening Herald et le Daily News. Durant cette période, une presse hebdomadaire s'est aussi implantée en province. Ainsi, en 1880, le Twillingate Sun est devenu le premier journal de l'île à paraître en dehors de la péninsule Avalon. D'autres vont l'imiter, comme l'Enterprise à Trinité et le Western Star sur la côte ouest. Le journalisme imprimé connaîtra d'autres changements au tournant du 20e siècle. Ainsi, les journaux se mettront à séparer les aspects commerciaux et éditoriaux de leurs activités. Vers la fin des années 1930, nombre de publications sont devenues beaucoup moins partisanes, ayant recours à un style d'écriture plus neutre. Cette tendance s'est accrue après 1934, quand la commission de gouvernement a pris le pouvoir et a interdit la politique partisane à Terre-Neuve et Labrador. À la fin des années 1940,
Les débats de la Convention nationale sur l'opportunité pour Terre-Neuve et Labrador de s'unir au Canada ont fourni un autre important sujet de nouvelles. La presse de grande diffusion est restée plutôt neutre dans sa couverture, mais les partisans de la Confédération et leurs adversaires ont publié leurs propres journaux, l'Independent et le Confederate, pour promouvoir leur cause. Tous deux ont fermé leurs portes en juillet 1948, lorsque les Terre-Neuviens et les Labradoriens ont voté en faveur de l'union avec le Canada. Après 1949, la presse canadienne a commencé à soumettre régulièrement des articles aux journaux de la nouvelle province. La presse canadienne est une agence de presse coopérative qui dissémine dans tout le pays des articles d'information nationale et internationale. L'invention du télégraphe, au 19e siècle, a révolutionné la façon dont l'information était diffusée à travers le pays, les continents et le monde. En 1856, un câble télégraphique a été posé à travers l'île de Terre-Neuve. Il allait de St. John's à Carbonear, descendait jusqu'à Cape Race et courait vers l'ouest jusqu'à Cape Ray. Des câbles sous-marins le reliaient au Cap-Breton, d'où il rejoignait le réseau nord-américain. De cette façon, les nouvelles traversaient l'Atlantique beaucoup plus vite qu'auparavant. Un bateau pouvait arrêter à la station de Cape Race pour transmettre les nouvelles aux médias sans avoir à naviguer 36 heures de plus jusqu'en Nouvelle-Écosse ou 5 jours jusqu'à New York. Par l'entremise de Cape Race est devenue une mention commune dans nombre de journaux d'Europe et d'Amérique du Nord, et les nouvelles télégraphiques vont figurer régulièrement dans les journaux de Terre-Neuve et Labrador. Au début du 20e siècle, le gouvernement de Terre-Neuve et Labrador a réalisé qu'il était possible d'utiliser le télégraphe pour envoyer un journal électronique quotidien aux régions rurales. C'est ainsi qu'est né le Public Dispatch. Tous les jours, les informations destinées au dispatch, tirées des journaux locaux, des nouvelles soumises par télégraphe ou des avis publics, étaient réunies à St. John's. De là, le bureau de poste du gouvernement télégraphiait le dispatch aux petites localités où il était transcrit par les maîtres de poste et affiché à l'intention du public. Le Public Dispatch est ainsi devenu le premier service de nouvelles quotidien accessible à toute la population de Terre-Neuve et Labrador. Les gens se rassemblaient dans les bureaux de poste locaux pour entendre la lecture des nouvelles, ce qui permettait aux citoyens illettrés de se tenir au courant de l'actualité. Le gouvernement a mis fin au service du Public Dispatch durant les années 1930, la radio l'ayant remplacé pour devenir une source de nouvelles quotidiennes plus accessible encore. L'âge de la radio, amorcé durant les années 1920, a vraiment pris son envol après 1930. Au lieu de se rassembler pour entendre les nouvelles au bureau de poste local, les gens pouvaient se rassembler à leur domicile autour du poste de radio. Ce passage d'un lieu public à un espace intime a permis à un public encore plus vaste d'avoir accès aux nouvelles. Le bureau de poste du début du siècle était essentiellement un espace public pour les hommes, alors que les postes de radio offraient aux femmes un accès à l'actualité dans un cadre plus domestique. VOWR a été l'une des premières stations de radio à Terre-Neuve. Après avoir diffusé des offices dominicaux aux résidents de St. John's en 1924, elle a élargi sa programmation pour inclure d'autres émissions, notamment des bulletins de nouvelles. En 1931, sa couverture du naufrage du SS Viking, après une explosion sur la banquise, lui a valu de grands éloges. Les bulletins de VOWR ont tenu ses auditeurs informés des tentatives de sauvetage et des noms des survivants. Même si les journaux couvraient aussi ce désastre, leur délai d'impression ne leur permettait pas de fournir le même type d'informations immédiates. À la fin des années 1930, plusieurs autres stations de radio étaient en opération à Terre-Neuve et Labrador.
VOCM, qui diffusait 3 bulletins de nouvelles par jour, était en tête du peloton. Il y avait aussi VONF, qui a commencé à diffuser en novembre 1932, créant l'une des émissions de nouvelles les plus populaires et durables de l'histoire de la radio à Terre-Neuve et Labrador, le Gerald S. Doyle News Bulletin. Ce bulletin proposait des nouvelles locales, des prévisions météorologiques et des avis aux navigateurs. Toutefois, il se distinguait en diffusant des messages personnels de ses auditeurs, rendant ainsi un précieux service aux habitants des régions éloignées, dépourvues de lignes téléphoniques ou de journaux. Dans un numéro souvenir paru en 1981 sur l'histoire des médias d'information à Terre-Neuve et Labrador, le magazine Dex Awash a fait l'éloge suivant du bulletin. L'élément le plus mémorable de cette émission était qu'on y diffusait gratuitement chaque jour entre 80 et 120 messages personnels, en sus du bulletin de nouvelles de 15 minutes. Par l'entremise de ces messages, on pouvait sentir le pouls de Terre-Neuve. Pour les gens des régions isolées de Terre-Neuve, les messages transmis par les Doyle News étaient l'antidote idéal à l'isolation et au manque de communication. À maintes reprises, ces messages ont sauvé des vies en faisant parvenir des directives médicales à des infirmières ou en avisant des chasseurs égarés sur la façon de rejoindre une équipe de secours. D'autres émissions de radio n'ont pas tardé à diffuser des messages de leurs auditeurs. La plus remarquable a certes été le Barrelman. Animée par Joseph Smallwood, cette émission était, comme le Doyle's Bulletin, un message éclectique d'informations, d'anecdotes et de messages des auditeurs. La popularité de ces deux émissions de nouvelles résidait dans le désir des Terre-Neuviens de profiter à la fois d'informations pertinentes et d'un forum où échanger sur les questions d'intérêt public durant une période où Terre-Neuve était sans gouvernement. Les deux émissions abordaient aussi largement des sujets soumis par le public et étaient de la sorte un dialogue entre auditeurs facilité par un diffuseur. En 1939, la commission de gouvernement a pris le contrôle de VONF pour en faire la première station de radio publique du Dominion, la Broadcasting Corporation of Newfoundland, BCN. Si cette station continuait de diffuser le Doyle News Bulletin, elle dispensait aussi une large gamme d'autres nouvelles et actualités. Ainsi, une émission sur la pêche offrait des informations sur la navigation et des bulletins météorologiques, signalant même la disponibilité des appâts dans divers ports. Une émission informait les auditeurs sur les nouvelles publications et une série d'exposés sur la santé les renseignait sur la médecine et l'hygiène publique. La BCN diffusait aussi des nouvelles fournies par la BBC, son homologue britannique. Après l'union avec le Canada en 1949, la CBC a absorbé la BCN. Elle a aussi ouvert une station de télévision à Corner Brook en 1959 et une autre à St. John's en 1964. Ceci dit, la première station de télévision locale à ouvrir ses portes à Terre-Neuve et Labrador aura été CJON, aussi appelée NTV, qui est entrée en ondes en 1955. Les bulletins de nouvelles télévisés à l'heure du dîner n'ont pas tardé à capter un vaste auditoire et à concurrencer la radio et les journaux. Au tournant du 21e siècle, l'Internet est devenu une autre source d'information populaire. De nos jours, bon nombre de journaux, de magazines et de stations de radio et de télévision ont aussi une présence sur l'Internet, alors que certains bureaux de presse sont entièrement basés sur l'Internet.